Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de décembre, un peu fraîche parce que la température a bien baissé, un peu fraîche aussi dans nos cœurs puisque vous savez qu'aujourd'hui c'était une journée d'hommage national pour nos 13 soldats qui sont décédés au Mali. Vous savez également que, outre la malveillance humaine, on a des petits problèmes météorologiques dans le sud-est de la France avec des gens qui se retrouvent dans une situation catastrophique, y compris d'autres types de secours, à savoir des pompiers qui ont laissé la vie. Nous, autour de la table, nous sommes tous bien évidemment marqués par l'ensemble de ces décès. Et en termes républicains, je vais vous demander, s'il vous plaît, de respecter 1 minute de silence. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Je vais demander à Madame Christiane Depal de bien vouloir accepter d'être secrétaire de séance et de noter les pouvoirs de Madame Dominique Orsan à Madame Depal, de Madame Lacostera à Madame César Brunet, de Monsieur Guéné à Monsieur Pady, de Madame Fredouey à Monsieur Marceau et de Madame Jouve à Véronique Ferreira. Le dernier conseil municipal était le 23 septembre dernier. Vous avez reçu le compte-rendu. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux le considérer comme étant adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe donc la parole à Madame César Brunet pour la première délibération, une ouverture d'une autorisation de programme pour un projet très important. Bonsoir. Donc voilà, donc je vous propose donc d'autoriser à l'ouverture d'une autorisation de programme concernant donc l'équipement sportif de la piscine. Cette autorisation de programme est proposée à 11 700 000 € jusqu'en 2024. Exactement. Donc là, c'est le lancement. On va reparler de la piscine sur d'autres délibérations dans le cœur de ce conseil municipal. Par rapport à cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation. Abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Toujours Madame César Brunet. C'est traditionnel. Une admission en non-valeur. Voilà, une admission en non-valeur, là, de montant de 852,98 €. Bon, c'est très technique. Je ne sais pas si ça appelle particulièrement commentaire. Je peux mettre aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre, vote pour. Je vous remercie. Madame César Brunet, autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2020 pour que l'on puisse un petit peu fonctionner en début d'année, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est en fait une délibération que nous proposons tous les ans, comme l'a dit Madame le maire, qui permettent donc de fonctionner sur un certain nombre de chapitres qui vous sont décrits. Bien sûr, cela ne concerne pas donc les autorisations de programme. Oui, donc c'est classique quand le budget est décalé, effectivement par rapport au mois de décembre. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Pas spécialement. Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Pas de souci particulier. Je vous remercie. Délibération suivante. Là aussi, il y a pas mal de délibérations techniques au mois de décembre qui repassent, bien obligées. À savoir avec la mutualisation, la révision du niveau de service en fonction des demandes que nous avons pu faire à Bordeaux Métropole. Madame César Brunet. Madame le maire, ayant dit la première partie, je présente donc le calcul qui a été fait. Donc, concernant au titre du fonctionnement de Bordeaux Métropole vers Blanquefort de la somme de 4 208 € et à l'inverse, de Blanquefort vers Bordeaux Métropole de 4 254 € au titre de l'investissement. Ça, c'est pour l'exercice actuel. Et pour l'exercice 2020, il y a donc une révision du niveau de service qui est apportée principalement sur le numérique, et vous en avez l'énumération dans la délibération, qui porte donc à une diminution de l'AC de fonctionnement de 24 838 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets cette délibération en voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Là aussi, c'est classique au mois de décembre. Je vais peut-être proposer à Monsieur Pady de dire un tout petit mot rapide sur l'approbation proposée au Conseil sur le rapport de la CLECT, sans être trop technique. Merci.
Non, non, en 10 secondes. La CLEC, c'est une commission à laquelle j'appartiens à la métropole, qui s'occupe de tout ce qui a été fait après la mutualisation sur les transferts de matériel, etc., de missions. Donc vous avez comme il y a une question d'argent, hein, on transfère un camion, on transfère une tondeuse, on transfère un personnel. Donc voilà, c'est des transferts de charges, ça se calcule, hein, c'est la direction financière qui le fait, et les élus, on regarde ça. Voilà, c'est simplement ça. C'est une des décisions de la CLEC, qui est cette commission chargée donc de gérer financièrement la mutualisation. Oui, voilà, cette commission se réunit relativement régulièrement. Il y a plein de discussions techniques, mais tout à fait passionnantes et qui, en fait, entérinent les demandes des communes en rentrée et en sortie de mutualisation des différentes révisions de services. Maintenant, on en est là un petit peu, effectivement. Des demandes d'intervention particulières? Non, pas plus que cela. Je peux mettre cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Madame César Brunet, pour certaines associations et établissements publics, nous proposons, comme tous les ans aussi, une avance sur subvention par rapport à la date du vote du budget. Voilà. Donc en fait, une avance de 25% est proposée. Bon, c'est une délibération là aussi que nous proposons chaque année pour leur permettre de continuer à avancer. Donc cela concerne l'ABC, le COS, la crèche, les crèches, le Poussin et celle de Suspousse, le SB Omnisport, le Carré Colonne et le CCAS. Délibération classique, effectivement. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? D'accord. De rien, Brigitte. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. On est encore sur une subvention, mais une subvention d'équipement, Monsieur Marceau, pour la crèche Suspousse. Oui, il s'agit simplement de proposer de verser pour l'exercice 2019 une subvention d'équipement d'un montant de 5 000 € à la crèche Suspousse. Celle-ci étant votée déjà au budget primitif, donc il vous est demandé, mesdames, messieurs, d'autoriser madame le maire à voter le versement de la subvention d'équipement amortissable à la crèche Suspousse pour un montant de 5 000 €. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, on est toujours dans les subventions, mais comme le mois de décembre est arrivé, la subvention de la CAB pour les festivités de Noël. Monsieur Jauvert. Oui, comme tous les ans à pareille époque, maintenant c'est une tradition, l'association des commerçants et artisans de Blanquefort organise des animations au mois de décembre. Cette année, cette animation va avoir lieu du 14 au 24 décembre. Avec quelques petites innovations, notamment il y aura des louis d'or à gagner dans les commerces avec une tombola, et il y aura aussi des jouets distribués par les enfants. C'est le plus par rapport aux animations habituelles. La ville, bien sûr, s'associe comme d'habitude à l'effort financier qui est réalisé, et c'est pour cela que l'on propose au conseil municipal le vote d'une subvention de 4 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? Pas particulièrement. Voilà, j'en profite pour rappeler que là, effectivement, on a fait aussi un effort supplémentaire puisque c'est 500 € effectivement de plus que l'année précédente. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Puisqu'on est dans les subventions, Madame Maillet, en ce qui concerne les chèques sport, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Et toutes, enfin toutes et tous, normalement, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est une subvention que vous avez l'habitude d'avoir tous les ans, puisque c'est le chèque sport et le ticket Relais Club. Donc comme vous savez, la commune soutient fortement la pratique des activités sportives, et notamment dans le cadre des cotisations auprès des associations. Et ce chèque sport permet d'avoir une remise de prix sur la cotisation faite par les adhérents, et notamment par rapport à certaines clés, donc les clés 1, 2, 3 ou 4. Donc ça permet d'avoir des activités sportives fortement subventionnées et que l'association puisse avoir ce retour financier aussi.
Un second dispositif qui est le ticket relais club. Donc là, c'est un petit peu différent puisque c'est le passage des enfants dans les dispositifs multisports de la commune et qui permet justement, comme son nom l'indique, de faire un relais par rapport à une future association qu'un jeune pourrait choisir l'année suivante. Voilà, donc il vous est proposé d'attribuer ces 2 subventions. Et vous avez derrière le montant total par association qui nous ont fait un retour. Donc vous avez un peu plus de 15 000, presque 15 500 € de subventions supplémentaires. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas particulièrement, en tout cas. Il y a un soutien financier réel, parce que 15 600 €, ça va directement pour aider les gens à pouvoir se payer la licence sportive. Et quand on sait tout ce qu'on nous dit sur le manque de pratiques sportives en France, finalement, ça fait pas de mal. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, nous allons passer du sport au cinéma, puisque Monsieur Brett, comme tous les ans, nous devons fixer les tarifs de notre délégataire de la délégation de service public du cinéma de proximité Les Colonnes. Oui, donc le cinéma va bien, enfin du moins à Blanquefort. Comme Madame le maire le signalait, tous les ans, nous devons nous prononcer sur les tarifs des différents tarifs du cinéma des Colonnes. Donc comme tous les ans, nous souhaitons maintenir la tarification qui est en cours. Donc vous avez dans la délibération le tableau qui récapitule toutes les tarifications spécifiques de ce cinéma-là. Vous l'avez également dans la belle brochure que le cinéma édite. Juste pour info, à la fin novembre, il y avait 31 000 entrées au cinéma, ce qui correspond à plus de 2000 entrées par rapport à la même époque l'an dernier, malgré le mois de fermeture en mai dernier pour cause de travaux, puisque la clim a été installée. Donc c'est une très très belle année qui va se terminer. Il y a une estimation des collègues du cinéma qu'on pourrait être à 36 000 entrées à la fin décembre, puisque le mois de décembre se passe plutôt bien. Il y a une belle programmation en cours et à venir. Voilà, donc tout se passe bien. Il y a eu au niveau des scolaires aussi plus de 4000 entrées scolaires. Donc le cinéma se porte bien et moi je ne peux que vous inviter à aller découvrir, à aller voir les beaux films qui y sont actuellement. Merci beaucoup. Donc, sur proposition du délégataire, il est proposé de ne pas augmenter, et donc de stabiliser les tarifs du cinéma à Les Colonnes. Je suis bien d'accord avec toi, Michel. Mine de rien, sur ce cinéma de proximité, on a sorti les gants de boxe, mais de temps en temps, monter sur le ring, ça fait du bien. Et voilà, on a un cinéma de proximité aujourd'hui où on peut se dire que, il y a 4 ans, on n'aurait peut-être pas parié. Maintenant, on peut se dire qu'on est plutôt sur les bons rails. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir à ce sujet? Madame Duro, je vous en prie. Mes chers collègues, bonsoir. Non, c'était voilà pour dire bravo à l'équipe qui s'occupe au niveau du cinéma et notamment le ciné brunch, parce qu'à 2 personnes faire un repas, préparer un repas pour plus d'une centaine de personnes, vraiment, franchement, le dernier ciné brunch, elle était toute seule et franchement, c'est à applaudir 20 fois, quoi, parce que c'est un travail absolument remarquable. Donc allez au ciné brunch, hein. Mais surtout avertissez avant quand vous voulez y participer pour qu'elle puisse organiser le nombre de repas, parce que ça c'est important. Voilà, mais bravo. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, nous avons une bonne équipe de professionnels dans cette délégation, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Paddy? Oui, moi, je ne vais pas au ciné-brunch, mais je vais au ciné-goûter avec mes petits-enfants, et c'est super. Je vous le recommande aussi. Ok, il y a un complot pour que tout le monde ait faim dans 5 minutes. Madame César Brunet, vous participez au complot? Exactement, donc après le ciné-brunch et les goûters, nous avons donc aussi les soirées à thème qui sont proposées par le cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie participation, une vraie synergie pour les associations de Blanquefort avec le cinéma, c'est important de le dire. Il y a dans la programmation, il y a une entente qui est faite, des échanges, et donc du coup, ça construit aussi un cinéma à la Blanquefortaise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Guyonneau.
Oui, simplement aussi pour signaler que donc le cinéma a participé à la Semaine Bleue et qu'ils sont extrêmement réactifs quand on a des propositions à faire. Cette année, c'était Les Vieux Fourneaux que je vous invite à voir parce que c'est un film qui est aussi particulièrement décapant et qui a fait salle comble auprès des aînés de la commune. Il passe pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je peux donc mettre cette délibération aux voix. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie, Monsieur Brett, à nouveau pour le renouvellement de convention de partenariat entre nous-mêmes et le Carré Colonne. Donc tous les 3 ans, nous revisitons la convention de partenariat qui nous lie au Carré Colonne. Les termes de cette convention ne bougent pas, vous les avez joints dans la délibération. Il précise un petit peu les missions du Carré Colonne, de l'EPCC. Il précise dans l'article 3 la mise à disposition des moyens mis en place par la collectivité, la mise à disposition de locaux, la subvention de fonctionnement ainsi que la subvention d'investissement. Et dans l'article 5, nous évoquons bien sûr l'organisation de l'Échappée Belle, dont la prochaine édition aura lieu les 6 et 7 juin 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Pas sur la délibération, mais j'en profite pour rappeler, pour les gens qui seraient particulièrement étourdis, que nous avons obtenu au Carré Colonne le label scène nationale et que c'est finalement la deuxième scène de l'Aquitaine, ancienne formule. Je ne parle pas Nouvelle-Aquitaine, mais Aquitaine, ancienne région à avoir ce label, puisqu'il y en avait un label dans le Pays Basque, et que tout le nord de l'Aquitaine n'en avait pas. On attend les financements de l'État qui vont avec. On a un comité de pilotage mercredi, et on n'est pas sûr encore qu'on ait les bons délais, mais on espère pouvoir les avoir. Par la même occasion, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je mets cette délibération en voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Je vais passer la parole à Monsieur Marceau pour le contrat enfance-jeunesse entre la CAF et nous-mêmes. Oui, dans le cadre du contrat enfance-jeunesse qui lie avec la Caisse d'allocation familiale de la Gironde, on renouvelle donc depuis 2007 cet appui, ce partenariat. Et donc ce partenariat contribue à améliorer l'accueil, l'offre d'accueil et des loisirs pour les moins de 18 ans, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Les actions et les structures actuellement retenues dans le cadre du contrat enfance-jeunesse sont sur 3 niveaux. Petite enfance en ce qui concerne les crèches associatives, Suspousse les Poussins, la crèche collective municipale, la crèche familiale et le RAM. En ce qui concerne le secteur enfance, il existe des activités telles que le multisport à l'ESB, le point loisirs jeunes à l'ABC, et bien sûr, en ce qui concerne l'enfance, les activités périscolaires en primaire et aux écoles maternelles, ainsi que le dispositif multi-activités pour les plus petits aussi. D'autre part, dans le cadre des actions des 3 services enfance, jeunesse et petite enfance, une participation sur 3 postes de coordination sont également intégrés, et ainsi qu'une formation BAFA et BFD, donc ce qui est pas trop mal non plus. Le CEJ de 4e génération s'inscrit donc dans une continuité pour la période de 2019 à 2022. Il permettra de favoriser le développement, je vais vous le rappeler parce que c'est quand même important, de proposer des réponses adaptées aux besoins des familles, de rechercher une implication des enfants et des jeunes et de leurs parents, poursuivre une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité de tous et en particulier aux enfants des familles et aux revenus modestes. Donc la CAF participe donc à la hauteur de 500 000 € par an après évaluation des actions chaque année. Il vous est donc proposé, mesdames, messieurs, d'autoriser madame le maire à signer le contrat ci-joint. Merci beaucoup et j'en profite pour remercier les services qui ont travaillé tout autour de la question de la jeunesse et en négociation avec la CAF pour pouvoir arriver à cette signature de convention.
Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour. Je vous remercie. Monsieur Marceau, à nouveau, comme tous les ans, au mois de décembre, notre convention avec l'association bien connue Nuages Bleus. Oui, donc avec l'association Nuages Bleus, la ville est partenaire déjà depuis nombreuses années pour recevoir donc des enfants qui se trouvent dans l'impossibilité d'intégrer des structures traditionnelles d'accueil du fait de leur handicap ou leurs difficultés importantes. Afin de répondre au mieux à leurs besoins, la ville de Blanquefort a noué donc ce partenariat avec la halte garderie de Nuages Bleus. Et cet établissement, qui accueille des enfants de 3 mois à 6 ans, propose toutefois une prise en charge thérapeutique appropriée. La participation donc pour cette mission d'accueil est forfaitaire d'un montant de 1 250 € et une convention détermine les conditions de ce partenariat et fixe tous les ans le montant de ces participations. Donc il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'autoriser madame le maire à renouveler la convention de partenariat entre la commune et l'association Nuages Bleus pour une durée d'1 an. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans le vocabulaire, c'est compliqué parce qu'on appelle ça forfait, mais je rappelle que le montant qui vous est proposé dépend bien évidemment du nombre d'enfants blanquefortais réellement accueillis par l'association Nuages Bleus qui fait par ailleurs du très bon boulot. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet ? Pas particulièrement, je la mets donc aux voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Monsieur Marceau, vous allez nous parler école, mais également cinéma, comme monsieur Brett. Oui, donc je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais bon, je me réservais pour cette délibération. C'est vrai qu'au niveau du cinéma, je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais je voudrais préciser simplement qu'au niveau des établissements scolaires, pratiquement de tous les établissements scolaires de la collectivité participent énormément à des initiatives, des actions menées avec le cinéma, et que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, entre parenthèses, en ce qui concerne le dispositif de la convention école et cinéma, cette convention qui est signée depuis plusieurs années avec l'ADRAC, le DSDEN, l'association Cinéma Jean Eustache et le réseau Canopé qui organise ces séances. Les objectifs à travers ce dispositif qui sont poursuivis, c'est inciter les enfants à découvrir les chemins des salles de cinéma. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, peut-être que ça a un impact sur le suivi. Éveiller la curiosité et l'intérêt des élèves pour des films, intégrer l'approche de l'image et une éducation au regard. Le dispositif permet également donc de voir 3 films en salle pour les cycles 2 et 3 pour les grandes sections de maternelle. Ce qui est une nouveauté aussi, c'est qu'on a très peu on n'avait pas ce dispositif jusqu'à maintenant. Pour l'année 2019-2020, donc nous avons 6 classes à Blanquefort qui se sont inscrites dans ce dispositif, des classes de l'Arénais et de Quéchac. Donc il convient, madame le maire, de signer la convention d'application à ce dispositif pour le territoire de Blanquefort. Merci, effectivement, un dispositif qui marche bien. Et puis par ailleurs, ça marche également avec le collège et les lycées. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Pas de problème là-dessus. Je vous remercie. Délibération suivante. Ah, c'est peut-être un petit peu... On va rentrer peut-être un petit peu dans le cœur du sujet, finalement, pas le plus important, mais assez important de ce conseil municipal, puisque nous allons parler piscine. Alors, la première délibération qui vous est proposée fait suite à la convention d'entente que nous avons signée avec Parents-Puire, puisqu'il y a piscine intercommunale. Il doit y avoir, alors le titre exact, c'est une commission spéciale de la conférence d'entente pour la construction et la gestion de la piscine intercommunale. Je traduis, ça veut dire que il faut désigner des membres du conseil municipal de Parents-Puire et des membres du conseil municipal de Blanquefort
ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour que donc il puisse y avoir, parité là-dedans. Donc ça, c'était inscrit dans la convention d'entente. Étant donné que la délibération d'après va nous parler de l'attribution de la maîtrise d'œuvre et que nous avons déjà ouvert tout à l'heure l'autorisation de programme, nous devons désigner des personnes. Donc, les personnes que je vous propose sont moi-même, Madame Maillet, étant donné qu'elle est adjointe au sport, et Monsieur Gallès, étant donné qu'il est missionné au sport. Je tiens à préciser une chose. Le nouveau mandat devra obligatoirement revoter pour désigner à nouveau des membres sur la commission d'entente. Donc on est bien d'accord que le vote que l'on effectue aujourd'hui est valable jusqu'à la fin du mandat et que ça n'ira pas plus loin que derrière. Il y aura forcément un renouvellement par le futur conseil municipal issu des urnes au mois de mars. Et je remercie les groupes politiques qui ont été consultés et qui ont accepté un vote à main levée à ce sujet. Donc voilà ce que je pouvais dire pour présenter cette délibération. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Je vous en prie, Monsieur Sévrac. Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Bon, juste une chose, écoutez, vous avez répondu à l'interrogation que nous pouvions avoir sur effectivement l'échéance prochaine du nouveau mandat, et donc dont acte est parfaitement d'accord sur le principe. En revanche, je vois que marqué, après avoir sollicité les candidatures, pour ce qui nous concerne, sauf en notre part, nous n'avons pas été sollicités sur des candidatures. Est-ce normal? Parce que jusqu'à la fin du mandat, nous aurions bien voulu pouvoir candidater, même si nous avions peu de chances, peut-être, d'être élus, mais malgré tout, voilà. Juste cette réflexion. Juste pour vous consoler, Monsieur Sévrac, il y a également peu de chances que cette commission soit effectivement réunie avant mars. En réalité... voilà, parce que dans la procédure, on en est là. Étant donné que la délibération d'après va s'occuper de l'attribution de la maîtrise d'œuvre, comme vous le savez, d'ici mars, il n'y aura pas vraiment de discussion particulière à avoir avec Parents Purs. Donc si ça peut vous consoler, c'est pour ça que, voilà, au premier abord, j'ai proposé des gens qui tournent autour de la délégation liée à la piscine. Il y a très peu de chances qu'elle soit effectivement réunie. Je ne sais pas si ça vous console, mais au moins j'aurais essayé. Merci, Monsieur Arnaud de Le Dorloté. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Donc, à main levée, je mets cette élection aux voix et non pas délibération. Donc, c'est une élection. Donc, comment je vais faire? C'est vote pour, vote contre, vote d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors je vais vous demander un tout petit instant de patience parce que je vais aller chercher du matériel. Ça y est, j'ai récupéré mon matériel parce que c'était quand même un petit peu plus logique de présenter cette délibération avec un petit peu de visuel pour l'ensemble du conseil municipal, même si les élus ont déjà eu l'occasion de le voir, mais également pour le public qui a eu la gentillesse de se déplacer. Donc, nous avons lancé un jury de concours pour l'attribution de la maîtrise d'œuvre de cette piscine intercommunale avec Parents-Puire. Donc on a suivi la procédure habituelle du jury. Ce jury a été lancé au printemps dernier. Nous avons eu 23 candidatures, je vérifie mais je crois que c'est ça, si ma mémoire est bonne. De ces 23 candidatures, nous avons sélectionné 3 candidats et ces 3 candidats nous ont donc proposé, par rapport au programme qui avait été établi, un projet avec des esquisses, et donc on avait 3 candidats qui à chaque fois nous montraient des panneaux comme ceci. Le jury s'est donc réuni il n'y a pas très longtemps et en fait classé les différents candidats selon son appréciation de ce qui était proposé par les uns et les autres. Donc, juste pour rappel, on a le programme de base qui est effectivement toujours le même. Celui-là, il n'a pas changé. Il est constitué donc d'une piscine avec un grand bassin de 25 mètres et 4 lignes d'eau,
un bassin d'apprentissage de 10 mètres sur 10, également une pataugeoire, et puis alors évidemment tout ce qui va avec vestiaire, accueil des associations, salle pour le personnel, etc., etc. Dans le cahier des charges, on avait été assez rude, j'ai envie de dire, sur l'aspect environnemental. Parce que tout le monde sait que bon, une piscine à construire, ça coûte cher, à entretenir, c'est pas mal non plus, c'est même parfois pire, et puis que de toute façon à notre époque, il est absolument indispensable de penser à l'avenir, surtout quand on fait ce genre d'équipement public. Donc que ce soit sur les questions de l'eau, que ce soit sur les questions de chauffage, que ce soit sur les questions aussi, j'ai envie de dire, de plaisir d'être dans une piscine, c'est-à-dire le problème phonique. On sait que parfois ça fait un petit peu de bruit. Ou alors du taux d'humidité que vous pouvez avoir dans l'air. On avait mis comme ça un certain nombre de choses assez précises, et on est même allé assez loin puisqu'on a proposé des options dont on ira jusqu'au bout, comme par exemple des panneaux photovoltaïques sur le toit pour pouvoir fournir une partie de l'électricité, des panneaux solaires qui vont nous permettre de faire un préchauffage par ces panneaux solaires. Ça ne sera pas le chauffage total, mais de pouvoir faire un préchauffage par ces panneaux solaires, et sur le grand bassin de pouvoir ajouter une couverture thermique. Donc c'est quelque chose, une couverture qu'on tire tous les soirs comme une bâche, si vous voulez, symboliquement parlant, mais qui va nous permettre de nous aider également en termes de déperdition de chaleur. Donc 3 candidats ont été présentés au jury, et ce que je vous présente aujourd'hui, et le travail qui a été fait par ce qui était pour nous à l'époque le candidat B, puisqu'au jury c'est quelque chose qui est anonyme. Et pourquoi je vous présente celui-ci? Tout simplement parce que le jury a classé en premier ce candidat, et ce pour différentes raisons. D'abord pour la question de l'intégration, dans l'environnement, sur les matériaux qui étaient choisis, sur la capacité d'ouverture sur le solarium, puisqu'il y aura une terrasse sur laquelle vous pourrez aller bronzer à la bonne période. Le respect également de tout ce qui était environnemental, et un certain détail budgétaire dans la manière dont ils ont répondu à l'appel d'offres. Ils n'ont pas budgété ça entre guillemets par macro-lot, c'est-à-dire par grosses enveloppes, mais ils ont été relativement précis. Donc nous, ça nous permettait d'avoir une confiance plus importante dans les propositions financières effectivement qu'ils nous faisaient. Et puis on a été également attentif à la disposition interne à l'intérieur de la piscine, avec, en ce qui me concerne, mais j'étais pas la seule, quelque chose moi qui m'a paru tout à fait important. Alors comme je ne sais plus dans quel ordre vous avez les panneaux, je ne sais pas lequel vous montrer, mais voyez celui de l'intérieur de la piscine sur le plan. Vous voyez que sur la partie nage, je ne parle pas de la partie vestiaire, mais sur la partie nage, ça fait une sorte de L comme ceci, avec le solarium qui est bien situé par rapport à la course du soleil. Et ça nous permet en fait d'avoir un petit peu séparé le bassin de 25 mètres d'un côté, plutôt côté ouest, du bassin d'apprentissage qui lui est plutôt côté est, avec la pataugeoire qui est au milieu. Et je vous rappelle quand même que l'objectif premier de cette piscine, c'est d'être une piscine d'apprentissage. Et si on rajoute un bassin d'apprentissage, c'est pour pouvoir recevoir plusieurs scolaires en même temps, puisque par définition, le temps scolaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas multiplier. Et par rapport aux autres propositions, moi je trouvais très intéressant de les avoir un petit peu séparées, parce que ça nous permet, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, une classe de grande section, qu'elle soit de Blanquefort ou de Parampure, qu'importe, sur le bassin d'apprentissage, et en même temps, des plus grands sur le bassin de 25 mètres, sans que tout ce petit monde se mélange. Enfin bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner effectivement avec les enfants. Je suis en train de me demander ce que j'ai oublié en gros dans la présentation, pour dire qu'il y a eu une assez alors pas tout à fait unanimité, mais enfin quand même très forte majorité de la part du jury pour ce candidat. Ah oui, si, pardon. Vous dire aussi que, je vais être très clair, dans le programme qui a été donné au maître d'œuvre, son programme était de faire une piscine.
Donc, lui, il nous présente une piscine, ce qui est quand même relativement logique. Donc, de voir tout ça, ça vous permet de voir deux choses. D'abord que non, on ne coupera pas d'arbres de BC à fond gravé pour pouvoir faire la piscine. Point numéro 1, ça se voit. Et point numéro 2, sur la question du parking, alors qui de loin en plus n'est peut-être pas tout à fait visible, donc ça c'est quand même important de le dire. C'est pas dans le travail du maître d'œuvre, mais on a largement la place. Quand vous êtes vers le nord et que vous descendez vers la rue Jean Duvert, vous avez un délaissé de voirie où il y a une sorte de parking sauvage un petit peu au moment de l'échappée belle, et puis tout le délaissé de voirie que vous pouvez avoir sur la rue Jean Duvert. On a calculé, mais ça, c'est les travaux qui seront faits avec Bordeaux Métropole et pas avec le programmiste, qu'il peut y avoir 90 places de parking sur cet espace nord. Pas forcément visible là-dessus, mais c'est tout à fait normal. C'était pas quelque chose qui lui était demandé. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que donc le candidat B est en réalité le cabinet Moon Safari. Et la délibération demande au conseil municipal l'autorisation que je puisse signer avec eux la maîtrise d'œuvre. Bon, je crois que j'en ai dit assez. Et puis, je prends les demandes de prise de parole. Alors, qui souhaite s'exprimer? C'est un beau sujet comme ça. Je vous en prie, vous êtes le premier. Commencez. Juste, Madame le maire, d'abord pour vous remercier, comme je crois que je l'avais fait une fois, de nous avoir associé notre groupe à ce jury. Voilà, je vous en remercie. Et moi, il me semble qu'il y avait une unanimité totale. Il y avait anarchie. Il avait mis en deux le candidat B, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, mais ça m'avait échappé. Bon, sur 15 ou 16, je pense que quand même, il n'y a pas de... Et c'est intéressant de voir que sur 3 propositions, s'il y en a un qui fait 14 sur 15, c'est assez rassurant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ce projet était extraordinaire ou si les autres étaient quand même en dessous. On ne le saura jamais. Bon, toujours est-il que merci pour cela. J'aurais une intervention à faire sur la piscine, comme... je vous l'ai déjà dit, en dehors de cette délibération, qui est encore l'interrogation et le flou sur les frais de fonctionnement de cet établissement. On a pu avoir des chiffres qui sont prévisionnels, qui sont assez flous, de l'ordre de 240 000, me semble-t-il, à l'année, par rapport à 500 000 actuellement, la piscine actuelle. Donc évidemment, si c'est la réalité, c'est très très bien. J'imagine qu'il y aura des chiffres qui seront peut-être différents, et ça aurait été bien de pouvoir en avoir de façon plus précise. Bon. Et puis je voudrais ajouter que nous sommes parfaitement d'accord avec vous sur le fait de la couverture isothermique. On n'avait pas parlé précisément lors du jury, mais évidemment, je pense que c'est intéressant. Le budget est de l'ordre de 25 000 ou 30 000 euros, je crois, mais il est évident qu'en termes d'économie d'eau, etc., c'est intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire de ce point de vue-là. Je vous remercie en tout cas de nous avoir fait participer à ce jury. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Maillet, j'imagine. Non, juste une petite intervention. C'est vrai, je crois que sur les présentations qu'il y a eu, je pense que nous avons fait le bon choix, et c'est celui qui s'inscrit le mieux dans la demande qui avait été faite avec le cahier des charges qui avait été demandé. On a bien ressenti au niveau de ce maître d'œuvre-là de vraiment tout ce qu'on avait décidé, il a vraiment pris en compte, et c'était ça qui était important, et surtout aussi les options, maintenant qui ne seront plus des options mais qui resteront pérennes dans la suite du dossier. Et je crois que c'est très important, comme vous le dites, voilà, de pouvoir faire le maximum d'économies. Alors c'est pas qu'une histoire d'économie, c'est aussi une histoire de vu un petit peu les problématiques de réchauffement climatique que la planète subit à l'heure actuelle, ça participe aussi à diminuer tous ces effets négatifs qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et aussi des économies d'eau, parce qu'automatiquement on n'aura plus, avec le bassin d'apprentissage, à sans arrêt permuter l'eau, la baisser, la réchauffer, etc. C'est un petit peu le problème que nous avons avec la piscine, qui nous a bien rendu de service, puisque ça fait plus de 40 ans qu'elle existe, elle est toujours présente, et on l'a encore, puisqu'on a fait aussi le choix de ce terrain qui permettait aussi de regrouper, d'avoir tout un pôle jeunesse sur fond gravé, de rester aussi à
accessible aux écoles, de pouvoir garder la piscine dans le centre-ville, ça c'était important aussi. Et bien sûr, bon, on va croiser les doigts pour que notre vieille piscine tienne encore 2 ans, voilà, parce qu'elle commence à être fatiguée. Et voilà, on va mettre un cierge pour qu'elle puisse tenir encore un petit peu. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame César-Brunet? Alors, un tout petit mot pour dire que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore dit, mais que je trouve que c'est joli. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une belle piscine. C'est-à-dire que l'extérieur, quand même, correspond aux outils que nous avons sur la ville de Blanquefort. On aurait pu être tenté par faire des piscines un petit peu plus modernes dans son aspect extérieur, ce que l'on voit assez fleurir un peu partout, qui aurait été un petit peu incohérent avec Blanquefort, avec l'image de Blanquefort. Et voilà, donc l'extérieur est joli et l'intérieur me semble aussi sympa, avec ce beau solarium qui va permettre des ouvertures et un accès à l'extérieur, et aussi les espèces d'auvents qui sont proposés à l'intérieur qui délimitent bien les 2 parties. Enfin oui, c'est vrai, pour bien regarder le plan, ça va être, je pense, très esthétique, en plus, sûrement être très fonctionnel. Vous avez bien raison, l'un n'empêche pas l'autre. Je vous en prie, M. Sibrac. Je mettrai juste un petit bémol à ce que vient de dire Mme César-Brunet. Je pense que pour pouvoir dire c'est très joli, il vaut mieux attendre que ce soit réalisé. C'est très très compliqué de pouvoir juger quelque chose qui est de façon présentée en 3D par rapport à la réalité des choses. Donc je ne serai pas... J'espère que vous avez raison, Mme César-Brunet, mais attendons de voir. Vous savez quoi? Moi, j'aime bien le caractère optimiste de Mme César-Brunet. Voilà, ça me ressemble, ça me ressemble aussi. Pardon, je ne voudrais pas d'autres demandes d'intervention, non, pas particulièrement. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que, juste pour conclure là-dessus, un projet, c'est très long. Entre le moment où on a travaillé sur le programme, ça fait combien de temps, Isabelle, qu'on est dessus? Ça fait 2 ans, quasiment. Ouais, ça fait quasiment 2 ans qu'on est dessus pour faire le diagnostic de l'existant, pouvoir travailler sur le programme. Et ici, effectivement, on en est en termes d'esquisse. Et quant à la question, effectivement, de comment ça va fonctionner par rapport aux frais de fonctionnement, on aura la réponse à partir du moment où on va rentrer plus en amont dans le dossier. C'est-à-dire où on est, alors là c'est des termes techniques, ça s'appelle l'APS, ça s'appelle l'APD, c'est-à-dire à partir du moment où le maître d'œuvre va véritablement nous donner des éléments techniques et en discussion avec lui. Et ça, en fait, ça va prendre toute l'année avant que les travaux puissent réellement commencer. Donc c'est à ce moment-là que ces différents éléments mettront. Donc voilà, donc maintenant c'est quelque chose qui est public. Si vous voulez prendre des photos, je vous en prie, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait autorisé. En tout cas, moi je suis d'accord aussi sur ce qu'a dit Madame Maillet sur la question de la localisation. Mine de rien, entre ceci et, je vous rappelle, nous avons dernier conseil attribué à la maîtrise d'œuvre pour la rénovation et l'extension du château de Fontgravé. Je pense que l'ensemble devrait être relativement sympathique. S'il n'y a plus de demande de prise de parole, je mets donc cette délibération en voix. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Guyonneau, une convention de partenariat avec l'ADAV pour Éclaircienne pour le projet Habitat au Queyron. Bonsoir. La ville de Blanquefort s'est engagée depuis de nombreuses années dans la résorption de l'habitat insalubre et poursuit ce travail donc à travers une nouvelle convention. Auparavant, je voulais juste vous citer au moins 4 actions emblématiques qui ont eu lieu depuis l'année 2000 à peu près. En 2009, donc aménagement de 30 logements au Petit Lacano, donc en gérance avec Aquitanis. En 2018, création de 4 maisons aux Gravières avec Solia. Participation, alors c'était dans les années 2008-2009, participation à la réalisation de l'aire d'accueil de Bruges, Blanquefort, Le Bouscat, et régularisation du plan de droit de l'urbanisme pour le chemin de Palu.
Cette nouvelle réalisation donc concerne 5 familles qui vivent dans des conditions indignes sur le secteur du Queyron. Et donc il s'agit de préciser le rôle donc de la ville, de la société clercienne et de l'ADAF 33 qui fera l'accompagnement social de ces personnes tout au long de ce projet et ensuite. Et donc il s'agit d'autoriser Madame le maire à signer la convention ci-jointe que je suppose vous avez tous lue. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Monsieur Deluche, nous avons lancé cette année, en 2019, l'appel à projets toutes et tous acteurs. Les 3 lauréats ont été désignés. Les projets ont été effectués et nous voulons le renouveler. Oui, alors il s'agit de... Bonjour à toutes et à tous. Excusez, hein, j'ai un petit problème de voix. Donc il s'agit de relancer le projet tous acteurs. Je vous rappelle que l'objectif de l'acte 2 de l'acte 21, c'est d'inciter et encourager l'action autour des grands défis que sont nature et alimentation, bien vivre ensemble et économie de ressources. Donc cette année, nous avions eu 10 projets. 5 avaient été présentés au vote de la population et 3 ont été retenus. Comme l'a dit Madame le maire, ils sont tous achevés. Enfin, le dernier, la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai mon problème de voix d'ailleurs. Pour la seconde année consécutive, donc nous lançons le projet sans changer le règlement. Hein. Les projets seront présentés par des associations, par des individus. Il y aura un jury composé de techniciens et d'élus qui en retiendront au maximum 6 qui seraient présentés au vote de la population, vote papier ou vote électronique. Et il y en aura 3 de retenus. La seule nouveauté cette année, c'est qu'on prévoit éventuellement de rajouter un projet coup de cœur. Si le jury, à l'unanimité, trouve un projet intéressant pour la vie de la commune, il peut le soutenir et désigner ce projet comme réalisable. Voilà, donc, et on part sur la même enveloppe parce que cette année, l'enveloppe n'a pas du tout été épuisée. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Bon, eh bien, moi je suis bien contente qu'on le relance. Puis là, ça va laisser par rapport à cette année où c'était la première fois un peu plus de temps aux gens pour pouvoir travailler sur le projet. En tout cas, bravo à tous les participants de cette année parce que tout s'est réalisé, c'était très intéressant. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Deluche. Signature de la charte du Conseil de consultation de gouvernance alimentaire durable. C'est pas très clair le titre, mais on va y arriver. On va essayer de faire simple. En 2017, le plan d'action pour un territoire durable à haute qualité de vie a été adopté par Bordeaux Métropole. Et Bordeaux Métropole a signé le pacte politique alimentaire urbaine de Milan. Et dans ce pacte, il faut s'engager dans une démarche de gouvernance alimentaire. Ce conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable correspond, son objectif, c'est de garantir la place des enjeux de l'alimentation durable dans la stratégie métropolitaine. Je vous rappelle qu'actuellement, si la métropole ne peut pas être suffisante, on est sur 1 jour ou 1 jour et demi de production agricole sur notre territoire pour pouvoir pour pouvoir s'alimenter. Favoriser la complémentarité des compétences entre échelons administratifs et acteurs du système alimentaire et offrir aux collectivités, aux acteurs du territoire le moyen de valoriser et faire émerger des initiatives originales. En clair, le but du jeu, c'est de fédérer tous les acteurs qui tournent autour de l'alimentation, de sensibiliser, favoriser et porter à connaissance tout ce qui se pratique, de soutenir les initiatives locales, et suivre et évaluer les performances du territoire en autonomie alimentaire. Donc, a été consulté, c'est parti le 19 mai 2017. Donc, un certain nombre d'acteurs se sont réunis. C'est un réseau d'élus, de techniciens, de professionnels de l'alimentation, producteurs ou distributeurs, et d'associations qui se sont réunis. Le travail a lieu. Voilà. Et
il y a une charte qui a été établie, qui est signée à la fois par les villes, qui peut être signée aussi par les associations et par les professionnels. Donc on vous propose ce soir de voter une signature de cette charte. Merci beaucoup, Monsieur Deluche. Alors c'est vrai que, rien qu'à la longueur du titre, on se dit que ça va être compliqué. faut quand même être très très clair. Bon, non, c'est parfois un petit peu administratif. Alors pour enlever l'aspect un petit peu administratif, ben, c'est contribuer, comme on a l'habitude de le faire avec nos autres collègues de Bordeaux Métropole, sur tout ce qui pourra améliorer au maximum l'alimentation sur notre territoire. Voilà. Parce qu'après, il y a toute une histoire de réseau qui est relativement compliquée. En gros, l'idée, effectivement, c'est ça. Et l'idée est très intéressante, effectivement, Monsieur Deluche. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Ah ben, c'est parfait, vous avez été très clair. Donc, je mets cette délibération en voie. Non-participation ou abstention? Vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Ah oui, ça peut paraître compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. La commission intercommunale d'aménagement foncier, et il faut que nous désignions des propriétaires forestiers qui vont être appelés à siéger, Madame Maillet. C'est fait. Non, juste un peu plus d'explication quand même. Donc, comme vous le savez, nous avons un PEAMP sur la vallée maraîchère, ce qu'on appelle le PEAMP des Jalles. Donc, c'est le périmètre de protection des espaces agricoles naturels en périurbain. Et donc, ces espaces-là sont souvent des fois confrontés à des friches. Et donc, le département a délibéré le 11 février pour pouvoir mettre en valeur ces terres incultes ou sous-exploitées. Donc on appelle ça le TIMS, et cela permet surtout de dresser un inventaire de ces terres et d'autoriser aussi le préfet à les faire remettre en valeur. Donc dans le cadre de ce PEAMP qui avait été amorcé en 2008, une CIAF, donc une commission intercommunale d'aménagement foncier, avait été constituée, qui regroupait les communes de Ézines, Blanquefort, Bruges et Le Taillant. Et le département a souhaité s'appuyer sur cette commission pour la remise en valeur de ces terres et pour la compléter avec des propriétaires forestiers, puisqu'ils ne faisaient pas partie de cette CIAF-là. Donc il y aura 2 titulaires et 2 suppléants qui seront, eux, désignés par la Chambre d'agriculture et le Conseil municipal. Donc nous en avons fait la publicité et se sont portés candidats 4 personnes, bien sûr qui possèdent des biens forestiers sur la commune, donc Monsieur Laplana, Monsieur Monlin, Madame Dufour et Monsieur Noël. Donc les candidats étant au nombre de 2 par titulaire et suppléant, il n'est pas utile que nous votions à bulletin secret. Donc on vous propose d'élire en titulaire Monsieur Laplan Ramon et Monsieur Monlin Jean-Pierre, et en élection des suppléants, enfin du moins être suppléant, Madame Dufour Nathalie et Monsieur Noël Pierre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Vergniaud, je vous en prie. Les terrains concernés, d'après ce que j'ai compris, seraient le domaine des Jalles, ou une extension sur toute la partie forestière des différentes communes. Pour l'instant, ça rentre dans le cadre du PEAMP des Jalles, donc au niveau de la vallée maraîchère. Mais ça peut être amené à bouger, surtout que vous savez qu'on fait une demande d'extension du PEAMP sur le prolongement de la vallée des Jalles qui va remonter sur les bords de Garonne. Donc ça rentrera aussi dans ce cadre-là. La question subsidiaire, c'est pourquoi les forestiers? Parce qu'après tout, dans cette région-là, il n'y a pratiquement pas de forestiers. Oui, et parce que oui, c'est la loi, donc on est obligé de faire respecter la loi. Donc voilà. Donc alors je vous ai pas cité l'article, l'article 121.5 du Code rural. Donc voilà, ça fait partie de la loi. Voilà. Mais bon, après, quand on aura l'extension du PEAMP, la prolongation du PEAMP avec celui de la vallée des Jalles, il y aura des territoires forestiers, forestiers ou boisés qui seront concernés. Et dans la vallée maraîchère, nous avons des espaces boisés. Donc on a des propriétaires de bois dans la vallée des Jalles.
Donc voilà, c'est pour que ces terrains-là ne soient pas abandonnés. Donc c'est vrai que ça autorise le préfet à mener des actions, soit à dire au propriétaire de remettre son terrain, de l'entretenir, ou dans le cas contraire, de pouvoir récupérer ces terrains-là. C'est un peu technico-technique, d'accord. D'accord. Mais ça arrive de temps en temps. Pas d'autres demandes d'intervention? Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Deluche. Une convention de Bordeaux Métropole et la ville. Alors, si on le lit en entier, convention de mise à disposition partielle de services descendantes, personne ne comprend rien. Si on dit dans le cadre de la démoustification de confort, tout à coup, tout le monde comprend. Tout à coup, tout le monde comprend mieux. C'est en fait l'équivalent de la délibération qui a été adoptée en Conseil de Métropole vendredi dernier. Oui, alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, hein. Non, mais je vais dire quand même quelques mots. Donc, juste un petit rappel, hein, c'est que la prévention des moustiques tigres, entre guillemets, c'est de la compétence de l'ARS, donc c'est pas des communes. Par contre, la démoustification de confort, qui concerne les moustiques résidents sur Blanquefort et ailleurs que Blanquefort, en particulier sur le Bec d'Ambès. La lutte, donc ça c'est de la responsabilité des communes. C'est de la responsabilité des communes. Donc le conseil départemental avait pris en charge cette démoustification à hauteur de 70%. Le reste était pris en charge par les communes. Et par exemple, la ville de Blanquefort payait pour cette action 17 000 € à peu près par an. Voilà. Donc la métropole a proposé de faire un service commun, c'est-à-dire que ça reste de la responsabilité des communes, mais c'est la métropole qui prendrait en charge. Et pour la constitution, pour que ce service fonctionne, il faut un conventionnement avec toutes les communes de la métropole, 27 sur 28, hein, c'est pas mal quand même. Et le coût a été à peu près calculé. C'est en fonction de la participation des communes. On est entre 22 et 23 000, il y aura un petit surcoût. Je vous rappelle que le département prenait 70% de la charge. Donc les actions qui sont menées, c'est l'enregistrement des plaintes et signalements, suivi du conseil de l'usager, la surveillance et le suivi cartographique, la visite à domicile par secteur et le traitement des gîtes larvaires hors domaine métropolitain, c'est-à-dire parce que la métropole traitera les sites qui lui sont propres et elle peut intervenir chez des particuliers ou sur des secteurs, d'autres secteurs. Donc, la délibération est faite pour que la commune s'engage à rembourser les frais qui vont être engagés par les services de la métropole. Merci. Mine de rien, en conseil de métropole, tu m'arrêtes Jacques, mais ça nous a occupé un bon moment quand même vendredi cette délibération. Ça nous a occupé un bon moment, tout le monde étant d'accord pour dire que il y a de véritables questions autour de ça. Je voudrais juste préciser, pardon, j'ai bien vu ta demande de jeu, pas juste après, je voudrais juste préciser une chose parce que c'est compliqué entre le département Bordeaux Métropole de s'y retrouver un petit peu. Alors, on rembobine un petit peu. Le département le faisait en lien avec la préfecture. Et nous-mêmes, en tant que ville, on participait financièrement à cela. Le département ne va pas arrêter immédiatement, financièrement parlant, là je parle que financier, d'accord, ne va pas arrêter immédiatement, mais c'est engagé, on en a parlé vendredi, non pas sur un arrêt dès 2020, voilà, je vais y arriver, non pas sur un arrêt dès 2020, mais effectivement par strate, et ce pendant 4 ans, si ma mémoire est bonne, et ce effectivement pendant 4 ans. Donc en fait, la question qui s'est posée très vite aux différents maires était la suivante. Soit on le fait tout seul,
dans notre coin, soit on se met à plusieurs. Alors, il ne s'agit pas de donner la compétence à Bordeaux Métropole, je reste sur l'aspect technique, il ne s'agit pas de donner la compétence à Bordeaux Métropole, ça reste, Jean-Marie l'a très bien dit, une compétence communale, mais on se dit qu'à plusieurs, on aura des moyens plus, ne serait-ce que des moyens humains, mutualisés plus intéressants, que si chacun devait se mettre à faire ça dans son coin, d'où cette convention descendant, enfin le truc un petit peu compliqué. Donc je prends les demandes de prise de parole et M. Padi a commencé. Non, un problème de sémantique. Pour démystifier, on dit démoustication et pas démoustification. C'est ce que j'ai retenu de la... Alors, est-ce que, deux questions, le département se désengage s'agissant des communes de la métropole ou sur tout le département? Sur tout le département. Et deuxièmement, Monsieur Deluche, j'ai cru comprendre que c'était jusqu'à maintenant de l'ordre de 17 000 €, disiez-vous, et que là, vous parlez de 23 000, si j'ai bien compris. 22, 23, oui. Mais c'est un calcul, hein, c'est provisoire hein, pour le moment. Parce que la participation du département va rentrer en ligne de compte, et ensuite, ça peut être un peu moins. Mais pour le moment, c'est imprévisionnel. Je préfère annoncer la fourchette haute. Mais effectivement, il y a ce qui peut être gênant au point de vue financier, c'est que là, sur ce coup-là, il y a un flou parce que si on signe cette convention, ça commence au 1er janvier, donc demain. Voilà, ça commence demain. Alors, pourquoi un tel différentiel de prix ? Parce que mine de rien, le département prenait beaucoup. Et tout le problème est de savoir quelle va être la partie financière, hein, prise en charge par la métropole, et la partie financière qui va être prise en charge par les communes. Ensuite, c'est poser la question, combien de communes allaient y aller ? Parce que mine de rien... on parle des moustiques en bureau de la métropole, j'ai envie de dire depuis le printemps. Hein, ça fait un bon moment qu'on en discute. Et forcément, plus on est nombreux à y aller, ben, moins ça coûte cher, c'est un service de mutualisation, effectivement, à l'arrivée. Et dans les discussions avec le département n'ayant pas été terminées, au départ où ces chiffres ont été avancés par les services de la métropole, on était plutôt sur un arrêt brutal du département, ce qui, je vous ai dit, effectivement, ne va pas être le cas, mais ça va être quelque chose de dégressif. Or, cette dégressivité, on ne sait pas encore si elle va être reportée sur les parts municipales, nous et puis toutes les autres villes qui signent, ou sur la part métropolitaine. Voilà pourquoi il y a cette espèce, d'équilibre-là. Globalement, il y a quand même un risque que ça coûte plus cher qu'avant. Bon, pour parler direct. Voilà, oui, ça c'est clair. Je vous en prie. Est-ce que le coût par commune est fonction de quoi? De la surface? Est-ce que toutes les communes... Alors Bordeaux, je sais pas, Bordeaux paye pareil. Et puis alors une question, vous pourrez répondre ou pas. Quelle est la commune, sur 28, quelle est la commune qui ne souhaite pas être démoustiquée, on dit, monsieur Padi? Démoustiquée? Je sais pas. Alors, ni démoustiquée, ni démystifiée, donc on va y arriver. La ville de Saint-Médard-en-Jalles. La ville de Saint-Médard-en-Jalles n'y est pas. Et alors, donc c'est celle-là, la 28e qui n'y est pas. Et alors en réalité, au lieu de dire 27, on devrait dire 26 plus 1. C'est-à-dire toutes les villes de la métropole, sauf Saint-Médard-en-Jalles, et Bordeaux à part, parce que Bordeaux a un service spécialisé, mais il va quand même à terme rentrer dans le service commun. Comment c'est calculé? Oui, en fonction de la superficie. Alors il y a tout un tas de calculs savants, ne me demandez pas les virgules près. Hein, là, je vais pas y arriver. Lié bien évidemment à la superficie, tu dois avoir le nombre de signalements qui ont été effectués sur une durée, oui, sur les durées précédentes, pas que l'année en cours. Un signalement humain, pas les moustiques qui se plaignent, hein, on est bien d'accord là-dessus. Pour les plaintes des moustiques, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire. Bon, voilà. Il y a tout un calcul qui a été fait avec ça. En gros, pour être concret, le but du jeu est qu'à l'arrivée, le service commun puisse payer 10 personnes, parce qu'à l'arrivée, c'est ça. Hein, à l'arrivée, 10 personnes de Bordeaux Métropole, donc ils vont rayonner sur l'ensemble de la métropole. Et après, c'est là où la répartition s'est faite entre les différentes villes. Mais le but du jeu était de payer 10 personnes. Voilà, concrètement parlant. Comme on a un peu de temps, non mais la vraie voie, ça serait de développer, par exemple, de réinsérer ou de réintroduire les hirondelles, des choses comme ça. C'est ça la vraie voie, parce qu'il y en a de moins en moins. Et on préfère un biocide qui va effectivement
impacter d'autres insectes. Mais voilà où on en est. Les populations demandent, pour des raisons même sanitaires importantes, une intervention pour la démoustication, mais la vraie voie n'est pas forcément là, en fait, au niveau des insecticides. On est tous d'accord sur ces questions. Monsieur Vergniaud. Oui, donc, en complément de ce que vous venez de dire, c'est quels moyens sont mis en œuvre, quels sont les moyens techniques qui vont permettre de démoustiquer? Alors, c'est peut-être un peu technique. Alors, on va dire enlever les moustiques, comme ça, on va arrêter de s'embêter. On est très clair que la convention avec Bordeaux Métropole. Alors, Jean-Marie a eu raison de le dire parce que, pardon, il y a la presse qui est là, je ne devrais pas le dire parce que je vais me faire fâcher, mais dans l'article qui a été fait par rapport au conseil de métropole de vendredi, il y a eu une erreur. Il n'y en a quasiment jamais, mais là, il y en a une. Là, il y en a une où, je ne sais plus quel était le titre, mais la chasse aux moustiques tigres. Enfin, voilà. En tout cas, il y avait moustiques tigres. Oui, les brigades du tigre, voilà, c'est ça. Il y avait les brigades du tigre, alors ce que je trouvais très joli, sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai du tout, puisque l'opération ne concerne que ce qu'on appelle les moustiques de confort. Ne riez pas, ça s'appelle les moustiques de confort. Donc quand vous serez piqué par un moustique pas tigre, vous vous direz que c'est confortable. Mais c'est pas moi qui ai inventé le mot. C'est absolument pas moi qui ai inventé le mot. Là, j'y suis pour rien. Et qui a pour but de reprendre en fait ce que faisait effectivement le département. Ces 10 personnes, 80% quasiment de leur travail sur l'ensemble de la métropole sera de la prévention. D'accord ? Sera de la prévention, donc des questions de cartographie, des questions de communication, d'aller rappeler aux gens quand ils vont prendre les plaintes, parce que donc ils vont pouvoir récupérer les plaintes, je ne les envie pas, récupérer les plaintes de personnes qui se plaignent, souvent avec raison, Jacques l'a dit, au bout d'un moment ça devient carrément sanitaire cette histoire, d'affection de moustiques, mais mine de rien d'aller repérer justement si c'est un moustique tigre ou si c'est un moustique de confort. J'ai pas dit confortable. Je vais pas y arriver. Je vais vraiment sortir cette délibération sur les moustiques. Parce que si on a, alors on dit pas un nid, on dit un, comment on dit Jean-Marie, c'est pas un essaim, un lieu où se développe le moustique tigre. Hein, vous m'embêterez pas avec les questions de lieu. C'est effectivement l'ARS qui doit intervenir. Et pas Bordeaux Métropole à l'heure actuelle, parce que Bordeaux Métropole, dont le service va naître dans un mois, n'est à l'heure actuelle pas habilité. Dans les discussions entre maires au bureau, on s'est dit que ça serait pas mal qu'une fois que le service commun est mis en œuvre, on demande l'habilitation à l'ARS pour pouvoir s'occuper non pas que de moustiques confortables, mais des réelles brigades du tigre. Et donc, je suis toujours sur votre question, monsieur Vergniaud, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. L'idée, c'est que quels moyens sont mis en œuvre? À peu près 15%, 20% de leur temps de travail restant sera sur des questions d'intervention. Et donc, il y a un produit qui va être utilisé hors territoire. Alors, quand on dit hors territoire métropolitain, ça ne veut pas dire chez nos amis du Pian, d'Arsac ou de Sainte-Hélène. Ça veut dire hors espace public métropolitain. Donc on peut intervenir sur effectivement du privé avec un produit qui est autorisé en agriculture biologique et qui a pour objectif de détruire les larves. Un biocide naturel. Je te remercie Jean-Marie. Un biocide naturel. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Et un épandage manuel. Pas avec des hélicoptères, des avions. Oui, mais non sélectif. C'est-à-dire que ça tue tout. Alors, et alors, est-ce que ce biocide tue le moustique tigre? Eh bien, l'avenir nous le dira. Après, c'est pas un produit nouveau qui est sorti par Bordeaux Métropole. C'est celui qui était utilisé auparavant. Hein. Voilà, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté particulière. Bon, là, je ne ferai pas preuve d'un optimisme délirant comme pour la beauté de la piscine. Je vais garder mon optimisme pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Oui, monsieur Sibrac. Alors, si je me permets, monsieur Sibrac, poser la question à monsieur le maire de Saint-Médard. Je ne répondrai pas à sa place. Il y a eu une réponse courte faite en conseil de métropole, donc comme c'était public, je pense que je peux vous la donner sans aucun problème, qui parlait de questions de finances. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets... Et aussi long qu'en conseil de métropole. Non, non, mais vous avez raison. Je ne pensais pas que cette délibération prendrait son temps, mais c'est intéressant. Quelle est la durée de l'engagement, là, si nous rentrons dans ce... Ça peut être mis en cause tous les ans, on s'engage pour combien de temps? Pardon? 7 ans. 7 ans. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Allez, cette fois-ci, j'y vais. Je mets cette délibération en voix. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Laborde. Avec l'eau de Bordeaux Métropole. Ah oui, la convention de servitude de passage. Oui, bonsoir à tous. Bon, il s'agit par cette délibération d'autoriser Madame le maire à signer la convention de servitude avec le service de l'eau de Bordeaux Métropole. Bon, ça permettra à ce service de pénétrer sur le domaine privé de la commune sur certaines parcelles dont la liste est donnée dans la délibération. Voilà. Vous pouvez voter. Quelque chose de relativement technique. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Maillet, une demande à la SAFER pour une préemption partielle d'un terrain agricole. Oui. Attendez, je m'installe. Donc, comme vous le savez, nous avons une convention avec Bordeaux Métropole et la SAFER, donc qui nous permet d'avoir une veille foncière sur la commune et d'identifier la vente des parcelles agricoles. Donc, dans le cadre de sa politique agricole, la commune a demandé à la SAFER de bien vouloir préempter une propriété qui est actuellement en vente, avenue de Labarde à Blanquefort, qui est composée de deux entités. Donc une partie qui accueille un bâti et un jardin, et une partie qui est en prairie à vocation agricole. Donc la ville souhaite demander à la SAFER cette opération de préemption partielle. Nous ne préemptons pas la totalité, mais uniquement la partie prairie, qui est d'une surface de 1,5 hectare. Donc la ville va s'engager à acheter ces deux parcelles suite à cette préemption pour un montant de 14 236 €. Si nous achetons ces parcelles, c'est dans le cadre de la politique agricole, comme je l'ai dit, la politique agricole locale de Blanquefort, et c'est aussi pour redynamiser l'agriculture, puisque ces terrains ne sont pas achetés par un agriculteur. Donc derrière, il n'y aura pas une continuité agricole de ces prairies, et c'est pour ça que nous avons demandé la préemption, pour pouvoir un peu, comme on fait sur des terrains à bâtir, une réserve foncière agricole qui peut nous permettre, dans le cadre d'un projet, et notamment le partenariat qu'on a mis en place avec le département Bordeaux Métropole et le Grand Port de Bordeaux aussi, de pouvoir, en attendant, pouvoir stocker des terrains. Mais ce terrain ne restera pas inutilisé, puisqu'on pourra passer une AOT avec un agriculteur local pour qu'il puisse y faire les foins. Donc voilà, on ne va pas abandonner ce terrain quand on va l'acheter. Et lorsqu'on aura la possibilité dans le secteur d'avoir une possibilité de pouvoir installer un nouvel éleveur, ce terrain participera à la nouvelle installation. Donc voilà, il vous est demandé d'accepter la préemption partielle et d'autoriser Madame le maire à signer ce document. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet, Monsieur Vergniaud? Oui, il y a quelque chose de bizarre dans ce qui est proposé, d'une part par Vigifoncier, où on voit apparaître un prix de 175 000 €, et puis le prix qui est déjà un peu cher pour ce qui est d'un terrain agricole que la mairie souhaite acheter. La deuxième question concerne le bâti, parce que c'est peut-être là-dessus que ça se joue. C'est un bâti qui est utilisable ou c'est un bâti qui est plus ou moins ruiné? Je vous laisse répondre. Oui, alors je vais vous répondre. Donc si le prix qui concerne 175 000 €, c'est parce que c'est le prix du bâti, surtout, parce que si vous regardez bien 1,5 hectare à 14 000 €, ça fait à peu près 1 € du mètre carré. Donc on est dans les prix corrects au niveau des prix au mètre carré agricole, mais c'est surtout la surface bâtie qui coûte cher. Enfin, c'est pour ça qu'on a les 175 000 €, et c'est pour ça qu'on fait une préemption partielle à la SAFER. Il y a la possibilité de détacher les
les terrains. Alors ce bâti, il est en très bon état, puisque c'était un appartement, c'est une petite maison-appartement qui a à côté. Donc voilà, donc l'acheteur qui achète, qui voulait notamment acheter ce bâti, on sait que de toute façon la SAFER, quand c'est du logement, n'achète pas la totalité de la préemption. Si c'était du bâtiment agricole, on aurait pu faire préempter la totalité, mais comme c'est une partie logement, la SAFER ne préempte pas sur le logement. Et pour compléter, l'acheteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le logement. Le logement a été habité encore il y a très peu de temps. Il veut le logement pour y loger. Donc jusque-là, tout va bien. Ce n'est pas un agriculteur. Donc la prairie ne l'intéressait pas plus que ça. Donc en demandant la préemption partielle à la SAFER, on n'occasionne pas une gêne pour l'acheteur qui, lui, va pouvoir acheter le logement pour y loger. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, Monsieur Sibrac ? À parler d'AOT, ce sont des termes techniques. Est-ce que vous pouvez nous en donner la signification, s'il vous plaît? C'est autorisation d'occupation temporaire, puisqu'on ne va pas passer un bail rural avec cette parcelle-là, puisque le jour où on aura potentiellement une installation, si on a un bail rural, ce sera un peu compliqué de dire à la personne, bon voilà, on arrête. Donc une AOT, ça permet de louer ce terrain-là uniquement pour un temps défini. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Jauvert. Ah oui, nous sommes en décembre. La question de l'ouverture des commerces le dimanche. Tout à fait. Donc tous les ans, avant le 31 décembre, les villes de France doivent délibérer pour autoriser ou non les commerces à ouvrir le dimanche. Les commerces ayant des salariés uniquement, puisque ça impacte leur repos dominical. Après consultation donc des commerçants blanquefortais, et sur la base d'une liste qui a été issue d'une concertation entre Bordeaux Métropole, la Chambre de commerce et les représentants de la profession, il vous est proposé, comme l'an dernier, d'autoriser les commerces blanquefortais à ouvrir 5 dimanches, le 29 novembre de 2020, 29 novembre, le 6, le 13, le 20 et le 27 décembre. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Ah oui, toujours Monsieur Jauvert. Nous allons avoir à la Maison des Jardiniers un nouvel occupant. Tout à fait. Le dernier titulaire donc, et gestionnaire de la Maison des Jardiniers, n'ayant pas manifesté d'intérêt pour poursuivre cette gestion, nous avons dû faire appel à candidature. Et au terme de cette candidature, il n'y a eu d'ailleurs que 2 candidats. Il est apparu que la proposition de la société Mirzo & Co, représentée par Madame Coutelier, était celle qui représentait les meilleures qualités pour les blanquefortais, bien évidemment. Et en fonction de quoi, il vous est proposé de signer la convention, qui est une convention d'occupation du domaine public, puisque, bien sûr, ce restaurant se trouve à l'intérieur du parc Majolan. Merci beaucoup. Peut-être pour préciser, parce que ça fait partie de mon bébé, que la candidate est une ancienne de l'atelier de cuisine nomade, comme le précédent a été également un ancien de l'atelier de cuisine nomade. Donc voilà, quand on voit les enfants grandir, on est content. On est très content là-dessus, et que là aussi, on a fait une petite commission et qui a eu vraiment aucun souci, avec un dossier qui a été présenté très précis sur du fait maison, sur les fournisseurs locaux. Pour l'ensemble de la nourriture, et en même temps des propositions d'animation du lieu qui correspondent tout à fait à l'esprit que l'on peut avoir de Majolan. Donc voilà, moi à titre personnel, j'en profite pour remercier Damien, et qui effectivement arrête et qui va vivre sa vie sous d'autres cieux en fait, et qui a tenu pendant
pas mal d'années, j'ose plus dire, au bout d'un moment, moi le nombre des années ça me fait peur, mais qui nous a fait 6 ans. Oui, ah oui, oh ça fait mal. Donc pendant 6 ans, en nous fournissant vraiment des repas de qualité et qui est notre personne, ancienne aussi de l'atelier de cuisine nomade, qui nous fasse des propositions sur des repas de qualité. Voilà, je voulais juste exprimer ma satisfaction personnelle, parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer ? Pas plus que cela, je mets donc cette délibération en voie. Non-participation ou abstention ? Vote contre, vote pour. Je vous remercie, Madame César Brunet. Vous allez avoir ce que j'appelle le tunnel de la fin, avec d'abord le protocole transactionnel suite à l'incendie local du Port du Roi avec notre assurance. Donc en fait, un préjudice a été subi par le fait qu'une salle de réunion située Port du Roi et un atelier ont donc subi un incendie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018. Cette salle de réunion a été irrémédiablement détruite par cet incendie et nous avons donc fait les déclarations comme il se doit à notre compagnie d'assurance qui est donc la SMACL. Donc l'étude a été faite, la réflexion a été aussi portée de voir ce que l'on faisait donc de cette salle, de reconstruire cette salle de réunion et la tenant. Et donc en fait, il fallait pour cela qu'il soit fait un accord transactionnel, un protocole transactionnel entre la commune et l'assurance. Donc en fait, sur cette base de l'accord transactionnel, nous avons donc la possibilité de prévoir le versement de la somme de 69 660 € au type du préjudice sur ce bâtiment. Merci. Donc c'est quelque chose de très technique. Des demandes d'intervention ? Monsieur Sibrac. Il me semble que le bâtiment est prévu à la démolition, c'est ça ? Oui, irrémédiablement. Oui. Vous avez une idée du coût de la démolition ? 10 000 €, 15 000 € peut-être ? Oui. Oui, mais ça coûte quand même pas 70 000 € de démolir. J'ai compris, j'ai bien compris. C'est pour ça, Monsieur Laborde, que je demande malgré tout, est-ce que vous avez la répartition du montant pour savoir, la répartition, une fois que ce sera démoli, combien il restera à la commune? C'était le sens de ma question. Tout à fait, Monsieur Sibrac, mais là, je ne peux pas vous répondre. Nous n'avons pas encore ces éléments. Mais en tout cas, l'enveloppe globale sera celle-ci, présentée par l'assureur. Ne suffira pas, quoi qu'il en soit, pour l'entièreté des travaux. Et pour reconstruire. Voilà. C'est pour ça que la part de la démolition, je ne peux pas vous l'indiquer ce soir, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, je n'ai pas d'éléments chiffrés à vous communiquer. On ne sait... Pardon, excusez-moi d'intervenir, mais pour un bon enregistrement et pour notre camarade derrière, et c'est pour ça que je vous donne la parole à chaque fois, puisque ça permet en même temps d'avoir le nom. Donc pour le compte-rendu du conseil municipal, techniquement, ça sert à ça. Donc, Monsieur Sibrac, je vous en prie. Alors, je recommence. 1, 2, 1, 2. Donc, je vais poser la question. Avez-vous l'intention de reconstruire? Rien n'est déterminé encore à ce jour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Indemnité forfaitaire de déplacement sur la commune, Madame César Brunet, comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là aussi, un aspect réglementaire. Les agents qui sont obligés d'utiliser leur véhicule pour assurer leur mission perçoivent donc une indemnité forfaitaire qui s'élève à 210 €. Et nous devons logiquement, régulièrement, vérifier que cette liste de postes, parce que là on parle de postes et non pas directement de personnes, est bien mise à jour. Des interventions particulières? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Et comme tous les ans aussi, nous mettons à disposition un personnel municipal auprès du COS. Donc, le COS, le comité des œuvres sociales, donc un agent de la ville à mi-temps, donc accompagne ce comité dans ses œuvres et dans ses réalisations. Voilà, donc c'est donc de continuer à mettre à disposition donc ce personnel. Pas de demande d'intervention. Est-ce que je peux considérer l'unanimité sur cette délibération? Merci à vous. Et il paraît que c'est la délibération préférée des conseillers municipaux. Donc, je vous annonce, Madame César Brunet, la modification du tableau des effectifs.
Alors, je ne sais si c'est parce que c'est la dernière, mais bon. Donc on fait la modification du tableau des effectifs. Donc toujours la même question, ce ne sont pas des postes supprimés, ce sont des postes qui sont... on nettoie une liste en fait du tableau des effectifs. Ce sont souvent des avancements de grade qui font que nous sommes amenés à fermer des postes et en ouvrir d'autres. Merci. Des demandes d'intervention? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? C'est la préférée parce que malheureusement c'est la dernière. Ce conseil municipal touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et de bonnes fêtes pour tous ceux que je croiserai et ceux qu'éventuellement je ne verrai pas. Merci.